Sunderlight Productions. Dans cet épisode, on parle de faire de la provoque par l'humour, du caractère des gens hors normes, de l'ennuyeuse vie des photoreporters, d'être insatisfait chronique de son propre travail, de se rebooster après le coup de blues, de l'accumulation d'images qui fait des séries photos, de pouvoir dire merde, du tourisme de la misère et de la charité, de l'aboutissement que représente un livre, de faire un travail basé sur la réflexion et l'engagement plutôt que sur l'actu, de la difficulté de faire quelque chose de simple, du portrait comme un duel, mais surtout, vous allez découvrir pourquoi le pire moment de la carrière de Corentin, c'est moi. Vous êtes tout est dans l'œil du photographe. Bienvenue dans ce podcast par un photographe sur un photographe pour les photographes. Je suis Julien Pasternak et aujourd'hui, je vous emmène dans l'œil de Corentin Follen. Bonjour Corentin. Bonjour. Bienvenue. Merci. Merci d'avoir accepté l'invitation. Ça a été rocambolesque de réussir à te joindre. Non, ça va. À ce point-là ? J'ai connu pire, mais c'est vrai que j'ai envoyé plusieurs messages et puis le hasard a fait que Cédric Roux te connaissait et m'a donné tes coordonnées. Écoute, mon numéro de portable est sur mon site. Il est facilement accessible, donc il n'y a pas de secret. Ouais. J'ai peut-être pas osé, simplement. Tu connais pas encore le principe du podcast puisque tu n'as pas encore écouté, mais tu vas écouter le tien un jour prochain. On commence toujours par l'elevator pitch. L'elevator pitch, c'est tu rencontres Steve Jobs dans un ascenseur. Tu es dans l'ascenseur, Steve Jobs passe la main, rentre, te coince dans l'ascenseur, te dit qui tu es, qu'est-ce que tu fais dans la vie, et tu as 3 étages pour lui expliquer qui tu es et ce que tu fais. Qu'est-ce que tu lui dis ? Ça va être très pragmatique et basique et très décevant, mais la première chose, c'est que je lui demande un téléphone gratuit. Parce que franchement, c'est cher les iPhones. Tu pourrais viser le nouveau MacBook Air M1 Max. Un ordi Ultra. aussi, Ouais. effectivement un ordi, parce que c'est quand même, dans l'investissement du matériel pour un photographe, c'est quand même assez lourd. Ouais. Mais avant ça, peut-être, parce que je suis très poli, donc je ne demande pas d'abord. J'essaie de faire son portrait, Ouais. parce qu'en ce moment, je fais beaucoup de portraits et que j'essaye de plus en plus de faire le portrait des gens de pouvoir. Ouais. Et bon, il n'est plus vivant, donc, mais en tout cas, c'est, je pense, un des entrepreneurs qui avait le plus de pouvoir et qui a en tout cas Qui a pesé lourd dans l'histoire du monde. Complètement, ouais. Ouais. Donc voilà, je suis assez fasciné aussi par ce genre d'une certaine manière, des génies, tu vois, au sens, ils sont géniaux, ils sont exceptionnels. Ouais. donc j'essaie de faire en sorte de... Il était pas si sympa apparemment. Dans la vraie vie. Oui, c'est pas étonnant. Enfin, pour être hors norme, faut l'être aussi dans les relations humaines. Ouais. Donc parfois, ça peut être des véritables crapules ou des salauds, ou des gens très durs, complètement en tout cas. fermés ou autoritaires. Donc voilà, faut aussi. Moi, j'ai compris qu'il fallait passer facilement outre le caractère des gens quand on s'intéresse à des personnages, en fait. Ouais. Et tu peux pas leur demander d'être comme tout le monde, même s'ils devraient en fait. Ouais. Mais si tu veux aller plus loin et si tu veux pouvoir approfondir un peu une discussion ou autre, il faut malheureusement leur pardonner certaines T'es obligé de passer façons outre. de faire. Ouais. Faut pas tout leur pardonner. Hein, Et s'ils n'étaient pas comme ça, en fait, ils ne seraient pas exceptionnels finalement. Je me pose cette question. Est-ce qu'on peut être exceptionnel ? C'est pas vrai parce qu'il y a des gens exceptionnels dans ce qu'ils font et extrêmement connus. Donc, qui potentiellement pourraient prendre la grosse tête et être infects. En fait, ils sont adorables. Donc, c'est pas tout à fait vrai, ça. C'est peut-être... on y revient un peu, et puis c'est pas mal aussi de... Enfin, voilà, je me contredis, mais c'est pas grave. Je pense qu'il faut aussi ne pas laisser tout passer sous le prétexte que les gens soient connus ou qu'ils aient fait des grandes choses. C'est un signe d'intelligence de se contredire, ça veut dire qu'on réfléchit en parlant. Il y a une phrase qui m'a beaucoup marqué quand j'ai préparé cette interview. J'ai été sur ton Instagram et le sous-titre de ton Instagram, c'est Boring Daily Life of a Photographer. Et c'est marrant parce que c'est pas du tout l'image qu'on se fait. Enfin, c'est pas photographeur, c'est photoreporter, pardon.
Et c'est pas l'image qu'on se fait du photoreporter. On a l'impression que tu as une vie extraordinaire, tu rencontres des gens incroyables tout le temps. Et c'est pas si ennuyeux que ça. Je suis content que tu aies relevé cette phrase. C'est la première fois qu'on m'en parle. Et j'étais content de la petite blague. Et c'est vraiment passé à la trappe. Et c'est la première fois qu'on m'en parle. Alors oui, c'est une phrase. C'est un peu une. C'est vraiment moi. Hein, c'est toujours cette espèce de provoque un peu par l'humour et par dire l'inverse de ce que de parfois ce que les gens pensent ou ce qu'on imagine mais c'est pas si faux effectivement. C'est à la fois de la provocation parce que effectivement je sens bien que j'ai pas un métier commun et en même temps quand je le vis au quotidien c'est tout repose sur c'est un métier en fait. C'est-à-dire que il y a tout un travail professionnel. Je passe peut-être 90% de mon temps à tout faire sauf de la photographie. C'est de l'administration, c'est des coups de fil, des mails, c'est de la comptabilité, c'est des recherches, c'est de poster poster mes archives, etc. C'est voir les relevés des ventes. Enfin, c'est pas de la photo quoi. Même sur le terrain, on passe du temps à voyager, à rencontrer les gens, à discuter, à négocier. Et finalement, le déclenchement, les quelques fractions de secondes sont au final assez rares. Donc c'est à la fois passionnant et ça peut parfois être quand on le fait au quotidien, finalement être banal. Et puis surtout, moi, et cette phrase, je pense que ça veut dire, c'est que je suis quelqu'un qui suis insatisfait chronique dans ce que je fais et ça ne me convient jamais. Donc en fait, ça m'ennuie en fait. Souvent j'ai t'as l'impression de tourner en rond? Peut-être pas à ce point? Pas à ce point, parce que j'ai l'impression quand même de tenter de me renouveler, mais j'ai tout le temps l'impression que c'est pas si extraordinaire. Quand je regarde d'autres photographes, je me dis putain, ça c'est ça être photographe. Putain, moi qu'est-ce que je fous quoi. C'est une espèce de frustration et donc il y a un peu de tout ça. Si ça peut te rassurer, je crois qu'on vit tous la même chose en fait. C'est-à-dire que tu peux faire du très bon travail de ton côté et quand même regarder les autres et te demander comment toi t'es pas capable de faire ce qu'eux font. Et en fait c'est pas mieux, c'est juste différent je crois. Ouais mais oui bien sûr, t'as raison. Et il faut arriver à se dire c'est pas mieux, c'est différent. Mais c'est moteur en fait. C'est moteur. Moi, ça me bloque pas. Il y a des gens pour qui je pense que ça pourrait bloquer et les empêcher de faire. Moi, ça me motive, ça me déprime 5 minutes et puis après, ça me met le boost sur la journée. Derrière, il faut parce que tu t'es quand même très très productif. Donc je te vois pas trop t'arrêter en cours de route. Non. Non. Non, mais il faut que je me fais douleur quand même. Ouais. C'est un métier qui est quand on est indépendant, même si j'ai des commandes, donc on m'appelle, on fait appel à moi, donc effectivement les choses tombe sous le sens, mais le reste du temps, il faut que tout vienne de moi en fait. Il faut que je me pousse pour me motiver pas pour les portraits, mais en tout cas pour les reportages, pour les projets documentaires, les projets personnels. Si je fais rien ne se fait en fait. Voilà. On va revenir à ça un petit peu plus loin dans l'interview. Si on parle philosophie photo, j'ai toujours une question sur les influences au démarrage de l'épisode. Je l'ai remplacée il n'y a pas longtemps parce que je trouvais qu'elle n'était pas assez précise. Maintenant, je demande si tu offrais un livre à un photographe pour l'aider à grandir, qu'est-ce que ce serait ? J'ai le droit à combien de temps de silence ? T'as droit autant que tu veux. C'est pas la radio, on peut couper. C'est pas en direct. Vous êtes en direct sur. C'est ça, c'est la sueur. Alors. Ça peut être n'importe quoi. C'est pas obligatoirement un livre photo. T'es pas obligé. Ouais. Je crois que j'offrirais un livre de peinture. Un livre de peinture ? Ouais, c'est un peu. Cliché peut-être, mais ça va avec mon histoire. Moi, j'ai baigné dans le dessin, dans la peinture, dans l'histoire de l'art. Et la photographie, quand j'ai commencé, j'avais aucune notion, à part Douaneau, Cartier-Bresson. C'était les deux références. Martine Parr aussi. C'était les 3 références que j'avais, c'est tout. Je connaissais rien d'autre. Capa. Les 4 références. Ouais, ça commence à faire. T'avais peu de références, non, mais en fait, j'en avais que 4. Quinzaine. Je m'arrête là. Et donc, j'avais... c'était assez basique, c'était les grands classiques. Et longtemps, je n'ai pas acheté de livres photo. J'avais des... Et du coup, c'est vrai que longtemps, même encore maintenant, on parle de grands noms de la photographie, je ne connais pas en fait. Ouais. J'ai vu le travail potentiellement, mais je ne m'attache pas trop au boulot des autres. Si je regarde, je regarde un peu, puis très vite, je me dis, allez, ça te nourrit pas ?
Si, mais parfois j'ai pas envie de regarder. Même ce qui se fait maintenant, hein, même des photos. Parce que ça me déprime, parce que il y a tellement de bons photographes maintenant, et qui ont tous 20 ans, et qui viennent tous du fin fond de la planète, que du coup, franchement, si tu regardes vraiment les choses de qualité, moi, ça me déprime, parce que c'est tellement bon, c'est tellement mature, c'est tellement hyper bien édité, intelligent, que moi, je regarde ce que je fais, vraiment, c'est nul ce que je fais. Du coup, comme vraiment, et ça me... Voilà, faut que je regarde un minimum, et ok, maintenant, c'est à toi de te bouger, quoi. Et j'essaie de pas trop rester scotché sur le travail des autres, sinon on se sent petit. C'est réconfortant et inquiétant ce que tu viens de dire, parce que moi, je vois ton travail et je pense ça, en fait. Et je me dis, c'est génial et je serais jamais capable de faire ça. Et en fait, je me rends compte que toi, tu as des gens qui te font cet effet-là. Et en fait, je crois que tout le monde a cette réflexion à un moment par rapport au travail d'un autre. Oui, sauf les... Oui. La plupart des gens, c'est plutôt sain. C'est plutôt sain. Du coup, je reviens à ta question parce que je sais quel livre. Ah oui, j'ai lu un livre de peinture. Un livre de peinture, ouais. Bah oui, alors, parce qu'en fait, j'ai commencé effectivement par le dessin et j'ai voulu être dessinateur. Après le bac, j'ai fait une école de dessin et j'ai découvert la photographie un peu par hasard. Et du coup, je pense que oui, c'est un bon apprentissage. Ça t'apprend à construire une image, en tout cas. Ouais, c'est ça. Et j'ai pas un photographe en tête, j'ai pas une image. C'est compliqué, il y a tellement de références que si je pense à un autre, si j'ai un nom, il y a un autre qui va chasser l'autre, etc. Ça dépend, il y a tellement de styles, tellement de... Et il y a beaucoup de choses à voir. On va passer à ton travail, alors directement, on va arrêter de parler dessus des autres. Quand on va sur ton site, il y a un sujet qui prend le pas sur tous les autres, même si c'est pas celui qui accueille tout le monde, qui accueille les gens sur ton site, c'est Haïti. Haïti, je pense que ça a commencé en 2010 avec le séisme. Tu as été certainement envoyé là-bas, c'est ça? Comment non, je me suis envoyé moi-même. Tu t'es auto-envoyé là-bas? À l'époque, je couvrais l'actualité et à l'étranger, il y avait... j'étais déjà indépendant, mais jamais un journal m'a envoyé, jusqu'à présent, ne m'avait envoyé sur un reportage d'autant plus d'actualité à l'étranger. Donc je suis parti, je suis arrivé 5 jours après le tremblement de terre en Haïti. Je connaissais rien du pays, de son histoire, de sa culture. C'était vraiment... je sentais que c'était un énorme événement d'actualité, qu'on allait en parler suffisamment longtemps pour que même en arrivant un peu en retard, les journaux soient toujours potentiellement intéressés par mes images, parce que c'est aussi une économie où quand tu finances tout, tu es obligé de penser aussi c'est clair. à retour sur investissement. Et c'est ma première entrée dans le pays. Ça t'a pas donné un avantage d'arriver tard, justement? Parce que, en gros, les journaux, moi, de ce que j'ai compris, de ceux que j'ai déjà interviewés qui avaient été là-bas, les journaux les ont laissés pas très longtemps sur place et les ont rapatriés assez rapidement pour des raisons de budget, parce que c'était plus l'actualité. Et du coup, toi, t'as pas fait un truc différent, justement, parce que t'es arrivé après les autres? Non, parce que vraiment, je suis arrivé comme... je suis pas resté longtemps. Non. Alors, je suis resté 10 jours, parce que... très peu, parce que en fait, finalement, les conditions de travail étaient très compliquées, sans moyens. C'est-à-dire que pour faire 300 mètres en moto, on me demandait $20. C'est quand même 20 € presque. C'était une fortune. Donc je faisais tout à pied. Du coup, je connaissais pas la ville, pas le pays. J'avais aucune référence, aucun moyen. Et j'ai pas eu de commande. Une commande peut-être. J'ai fait un sujet vite fait. Mais non, c'était un peu à l'arrache, quoi. C'est vraiment, je suis pas très fier de cette semaine, cette première rentrée. Mais ça ouvre une belle aventure quand même. En fait, c'est ce qui m'a permis effectivement de mettre un pied en Haïti et d'avoir ma première commande à l'étranger. C'était le magazine La Vie qui, au mois de mars, m'a envoyé en reportage avec une journaliste, Anne Guillon, pendant 10 jours, et dont j'en ai profité pour rester les 30 jours suivants. Pour faire d'autres sujets, d'autres reportages, et toujours par rapport à l'actualité, mais comme c'était plus l'actu aussi chaude qu'au mois de janvier, à commencer par raconter des histoires. C'était les enfants haïtiens qui étaient en voie d'adoption par les parents français, etc. Enfin voilà, les conséquences de la situation humanitaire.
Et donc, c'est la première fois que d'habitude, je sautais vraiment d'un pays à un autre, d'une actu, quelques jours, enfin quelques semaines. Et là, c'est la première fois que je restais autant de temps, après d'un mois. Et c'est la première fois que je revenais dans un pays, suite à une actualité. Et en fait, de ça, j'ai eu durant l'année 2010, d'autres occasions d'y retourner. Il y avait des élections à la fin de l'année. Et en fait, j'ai commencé vraiment à faire un travail un peu de fond, pas de fond, mais en tout cas sur le pays. Ouais. Un suivi sur le pays. Et c'est 1 an après tout ça que quand j'ai commencé à vouloir un peu m'éloigner de l'actualité et à réfléchir sur un projet de long terme, documentaire, qui s'éloigne de l'actu, que j'ai pensé à Haïti. Et je me suis dit, mais donc c'était en 2012, je me suis dit, mais en fait, ce pays, il y a quelque chose, on montre qu'une seule vision et qu'un seul aspect de ce pays, mais en fait, j'avais déjà commencé à m'intéresser à l'histoire du pays, à la culture, etc. Et en fait, il y a plein de choses passionnantes. Ouais. Et j'ai commencé, et j'y suis allé, et c'est la première fois que je partais dans un pays sans savoir clairement ce que j'allais faire, en fait. Il n'y avait pas un événement, il n'y avait pas une manif, il n'y avait pas une révolution, une guerre, il n'y avait pas une catastrophe. Il y avait un pays qui se relevait doucement, qui se reconstruisait un peu, si on peut dire, doucement de cette catastrophe qui avait lieu 2 ans avant. Et j'y allais un peu, bon, j'y vais, je verrai bien. Et c'était pas du tout dans ma manière de travailler, c'était même assez angoissant parce que jusqu'à présent, moi, il me fallait de la manif, des conférences de presse, quelque chose de concret, quoi. Concret, quoi, ouais. Pour me rassurer et pour avoir un cadre pour pouvoir photographier. Parce que j'étais très lié à l'événement, en fait, l'actualité. Et surtout la médiatisation d'une actualité. Ce qui est à la fois passionnant, intéressant et important à couvrir, mais ce que font finalement beaucoup mieux l'AFP, qui sont sur place, ou les grandes agences filaires. Alors que moi, en tant qu'indépendant sans moyens, forcément, c'est un peu du bricolage, quoi. Et j'ai passé 1 mois, et en fait, j'ai commencé à explorer à la fois le pays et une autre manière de travailler. C'est-à-dire de prendre du temps, de ne pas forcément photographier tous les jours, de rencontrer des gens, de discuter, d'aller à des événements culturels, politiques, économiques, enfin voilà. Et à m'interroger, à prendre du recul, à essayer de construire aussi un travail qui finalement s'est fait quand même petit à petit sur plusieurs années. Et comment tu as trouvé tes angles du coup ? Ça a commencé par le premier reportage, c'était vraiment sur ce que j'ai appelé le tourisme humanitaire. C'est-à-dire que j'avais remarqué ces hordes de blancs américains en short et casquettes avec des t-shirts siglés de leur ONG, fondation, et qui détonnaient un peu dans le micro. C'est pas un microcosme, c'est un macrocosme parce qu'il y en avait partout des humanitaires, mais et je me disais mais c'est vraiment des touristes, quoi. Ils ont l'air vraiment ridicules à l'américaine, et je me suis dit mais en fait qu'est-ce qu'ils font en fait, s'ils sont aussi touristes dans ce qu'ils font que ce qu'ils ont l'air, c'est une catastrophe. Et donc j'ai contacté ces ONG qui sont toutes liées, donc c'est américaines, qui sont toutes liées à des églises évangéliques aux États-Unis et qui ont toutes des écoles, des orphelinats, des jardins d'enfants, etc., des églises en Haïti, et en fait qui pullulent et qui sont vraiment qui organisent, et j'ai remarqué ça, des tours, une espèce de tours, c'est un peu des tours opérateurs où les Américains viennent, ils payent leur billet, ils payent pour faire de l'humanitaire. Mais pendant 1 semaine, quoi. Ouais. Et en fait, ce qu'ils font, c'est porter des seaux d'eau, distribuer des bonbons dans les écoles en dérangeant, ou dans les maisons dans les espèces de fondations de retraités. En fait, ils font des choses absolument inutiles. Ils vivent une aventure pour eux, quoi. Voilà, exactement. Ouais. Ils se sentent utiles, et ils sont pas du tout utiles. Et tout ça, c'est de l'argent brassé, parce que y a de l'argent, ils payent, il y a de l'argent qui est envoyé, il y a des appels aux dons, et c'est de l'argent qui tourne, mais qui va clairement assez peu dans la poche des Haïtiens. Et c'est tout un peu le problème de l'humanitaire et de l'humanitaire en Haïti. C'est qui gère comment, et l'humanitaire, c'est vraiment quelque chose de sérieux et qui peut être catastrophique. Ouais. C'est comme le journalisme. C'est comme la politique. C'est comme... il faut que ça soit hyper contrôlé. Sinon, ça peut se retourner. Ça peut être vraiment... ça a des effets pervers, en fait.
Donc, quand je dis journaliste, c'est la médiatisation plutôt qui a des effets pervers. Le journalisme bien fait, il n'y a pas d'effet pervers. Par contre, la médiatisation, c'est-à-dire parfois l'excès d'information ou l'excès de focus, peut effectivement, c'est une petite aparté, mais je ne voudrais pas qu'on me dise oui, il dit que le journalisme, ça a des effets pervers. Mais voilà, donc ça, c'est le premier travail qui n'est pas lié à une actu et qui est lié à une réflexion et qui est lié à un engagement. C'est la première fois que parce que l'actualité, on peut couvrir un événement sans être engagé. On peut être pour ou contre, ou neutre. En général, on se sent touché, mais quand je suis parti en Haïti, sur le moment, je partais d'abord parce que c'était un événement d'ampleur internationale et que je voulais y être. En deuxième lieu, après, il y a ce qu'on montre et ce qu'on raconte qui permet après, effectivement, on est touché par ce qui se passe, par les gens qu'on rencontre. Mais là, pour la première fois, c'était je suis écœuré par ce que je vois, parce que j'imagine, je vais aller voir et ce que je vois confirme mon écœurement parce que c'était hyper malsain parce que déjà, c'est que c'est des contrastes entre les Américains bien nourris, souvent bien en chair, qui vont dans les quartiers pauvres et qui descendent d'un minibus qui est comme une cage, parce que les vitres étaient couvertes de barreaux pour les protéger. Parce qu'ils avaient, c'est ça qui est bizarre, ils vont dans des endroits considérés comme dangereux, mais ils s'en protègent et en même temps ils font un peu n'importe quoi sur le terrain. Et en fait, ils ouvraient le minibus, ils sortent et là ils se précipitent vers les enfants, ils les prennent, leur fait des câlins. Enfin, ils imposent leur charité. C'est absolument, c'est ce qu'il y a de pire dans l'humanité, c'est la charité. Ouais. C'est-à-dire, ça va que dans un sens la charité en fait. Et ça pervertit tout, ça pervertit le système de santé et de scolarité, parce que comme tout ça, c'est financé quand même par des dons, ils prennent la place de l'État en fait, et l'État s'en dédouane. Il y a toutes ces milliers d'ONG qui font le travail, on va pas mettre l'argent là-dedans. Et ça aussi entretient une dépendance des Haïtiens à l'étranger, dans un contexte où historiquement le lien entre les blancs et les noirs liés au passé esclavagiste est quand même encore marqué et contribue à donner cette vision encore du blanc qui donne et du noir qui reçoit. Et les Haïtiens sont pas cons, ils profitent du système, mais en même temps, ils trouvent ça dégueulasse. C'est humiliant, en fait. Ils voient les trucs. Parce qu'ils voient les choses, parce que les Haïtiens, c'est un peuple très fier, très au courant de leur histoire. Et c'est pas du tout... Et pour eux, c'est insultant, en fait, ce genre de système. Donc, ça entretient en plus une dépendance et en même temps une rancœur. Une rancœur, ouais. Voilà. Et... En même temps, tu vois, tu t'es focalisé sur cette série, mais tu as des séries vachement plus légères aussi dans ces voyages-là. Oui, ça c'était la première. Le premier travail, mais qui pour moi était important, c'est Engagé. Après, ça a été. Après, j'ai vraiment. C'est un travail qui a évolué, enfin qui n'a pas évolué, mais qui s'est enrichi de plusieurs sujets, plusieurs travaux, plusieurs séries, plusieurs tentatives, parfois plus artistiques, parfois plus comme le carnaval de Jacmel où j'ai installé un studio dans la rue, que j'ai photographié des carnavaliers avec leurs masques, leurs déguisements, enfin leurs costumes. Une autre manière de photographier avec un autre processus, qui je trouve fonctionnait bien, qui était pas du reportage. Et puis j'ai fait le dernier avec des cabanes de bord de route aussi qui étaient assez mignonnes. Oui. Que j'ai pas vendu et que j'ai pas publié, mais qui est on appelle ça des borlettes, c'est des petits cabanons pour jouer au loto. Ouais. En fait, les Haïtiens parient beaucoup avec du loto, et c'est assez, comme j'ai beaucoup traversé le pays, on les voit, et je trouvais ça assez intéressant d'en faire vraiment un trait systématique de ces... Une accumulation. Ouais, exactement. C'est ce que tu avais fait aussi sur le confinement, sur les gens qui dormaient dans la rue. Ouais. C'est un procédé que j'apprécie sur certains travaux, qui change aussi, qui a une espèce qui a à la fois une facilité, mais en même temps une efficacité. C'est une bonne manière de se lancer dans quelque chose, en tout cas. Oui. T'as des gens qui pensent qu'ils n'auront jamais la possibilité de faire des sujets comme ça, alors qu'en fait, des fois, c'est une bonne manière de mettre le pied à l'étrier, d'arriver à faire quelque chose dès le départ, non ? Ouais, bien sûr. Et puis, l'accumulation fait
fait la force parfois du message. Sur les sans-abri que j'ai fait, c'est ça en fait. C'est une espèce de catalogue de personnes à la rue, enfin de présence humaine, parce qu'on ne voit pas les visages, et j'ai à la fois photographié les abris, des sans-abri, à la fois ça c'est pendant le confinement, les sans-abri qui dorment à même le sol et qui étaient tous en position allongée. Donc c'est un choix, un parti pris du même construction de regard, même lumière, même cadrage, même distance, et même systématisme, qui accentue ce drame en fait, d'avoir autant de gens à la rue, et la quantité permet d'accentuer un impact en fait visuel. Parce que finalement les photos de sans-abri, on en voit tous, on en voit pas forcément les photos, mais en tout cas on en voit dans la rue, et d'utiliser un procédé un peu, pas clinique, mais très froid, très systématique, sans aucun sentiment, sans état d'âme, sans émotion de l'originalité du cadrage, ou même du sans avoir le regard du... Il n'y a pas le regard, il n'y a pas d'échange, vraiment une mise à distance. Pour moi, ça participait à une efficacité du message. Voilà. Sur tes séries, tu as des sujets qui sont sensibles, difficiles, vraiment compliqués, et tu as des séries plus légères, alors, je vais pas dire drôle, parce que quand on en a parlé avant, tu as réagi, mais par exemple, Lardon Premier, je veux dire, c'est quand même assez fun, même s'il y a certainement une critique derrière assez forte d'un système où on fait des photos de bébés tout mignons, tout mis en place et déguisés et costumés. Alors, tu n'étais pas du tout d'accord quand j'ai dit que Cassez-vous était une série plus légère. Moi, je la trouve bizarrement drôle, en fait, même si c'est pas un sujet drôle, mais la manière dont c'est présenté, moi, je trouve que ça dénote un humour, non ? Alors, je parle de quoi là, tu peux parler des deux. Ouais. On peut commencer par Cassez-vous si tu veux, parce que je pense que j'ai vu ton regard quand j'ai commencé à dire qu'elle était drôle. Je pense qu'il vaut mieux qu'on évacue ça tout de suite. Non, parce que le titre est à la fois c'est hyper dégueulasse. Oui, mais non. En fait, il peut être très sérieux, ce titre. Bon, pour expliciter, c'est dans la continuité de mes travaux sur les sans-abri. Après les gens à la rue, les abris, j'ai référencé un peu le mobilier urbain anti-SDF. Donc on ne voit personne, on voit juste parfois un poteau, parfois des anneaux soudés ensemble, parfois des pics, parfois des grosses boules très design. Et en fait, Cassez-vous, c'est comment est-ce que dans la rue, dans Paris, on a mis en place depuis longtemps, et on continue, des systèmes très ingénieux, à la fois design, parfois esthétique ou pas, mais efficace, pour pas que les gens s'installent à même la rue, soit sur le bord d'un muret, soit s'allongent pour dormir la nuit. Et le Cassez-vous, c'est vraiment pour moi ce que ça voulait dire, c'est-à-dire tu restes pas là, tu dégages, quoi. Ouais. Donc c'est pas très drôle, parce que l'ingéniosité du système, qui est subtile, c'est pas marqué, interdit de s'asseoir, etc. On met en place un système à la fois dans une esthétique parfois même de l'immeuble, de la résidence, qui est, parfois je demandais aux gens, les gens me demandaient ce que je prenais en photo, parce qu'effectivement ça paraissait assez anodin pour eux, et en fait je leur expliquais le système du mobilier urbain, ça les faisait pas rire, quoi. Et la froideur de ce que je raconte, qui fait, on voit vraiment des images très design, architecturales plutôt, et très plates, et en fait quand on comprend avec le texte explicatif, ou qu'on réfléchit, on se rend compte, effectivement, c'est quand même un système odieux, quoi. Oui, parce que ça n'a pas l'air, mais en même temps, c'est une manière très polie de dire Cassez-vous. C'est juste toi qui traduis. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Non, mais ça, il y a l'humour grinçant, on va dire, c'est l'humour noir. Non, mais c'est comme ça que je l'ai vu. Je l'ai pas vu genre c'est super. Oui, j'ai compris. Mais je pense que tu l'aurais très 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 mal pris. Mais ce que je veux dire, c'est ce côté très cynique. C'est très cynique de dire aux gens barrez-vous, mais très poliment, parce qu'en fait, à aucun moment c'est écrit vous n'avez pas le droit d'être là. C'est juste qu'on ne vous laisse pas vous asseoir, quoi. C'est ça. Et si on compare avec si on compare, il n'y a pas à comparer, mais Lardon Premier, oui, c'est une série. C'est une série quand j'ai eu mon enfant,
mon fils, je m'étais dit, je vais pas faire comme tout le monde, à poster des photos de mon fils sur les réseaux en disant c'est le plus beau, c'est le plus mignon. J'avais un rapport aux réseaux sociaux, à l'espèce d'euphorie que je comprends parce que je l'ai eu de l'arrivée d'un enfant dans notre vie c'est le plus beau truc du monde et t'as envie de crier et dans notre société de l'image où tout le monde il n'y a pas besoin de photographe, mais pour prendre en photo puis pour les publier parce qu'on en est fier. Et moi, j'ai un esprit un peu de contradiction systématique, donc si tout le monde le fait, j'ai pas envie de le faire. Je rejette avec un dédain total en disant non, mais moi, je m'abaisserai pas à faire comme à tout le monde. C'est ridicule, leurs photos d'enfants, et en plus, ils sont moches, etc. Et puis, et du coup, j'ai réfléchi, puis je me suis dit, quand même, c'est intéressant cette manière d'exhiber son enfant sur les réseaux, et puis en fait c'est vraiment je me suis dit mais je vais me foutre de la gueule parce que c'était une période, c'était il y a 5 ans, c'était vraiment une période, je sais pas pourquoi, mais j'en voyais partout parce que c'était ma génération qui commençait à avoir des enfants aussi, et je me suis dit mais c'était et parce qu'en plus moi j'ai une vision de l'enfant qui est j'ai une vision de c'est la plus belle chose, mais c'est quand même une espèce de monstre dictatorial qui arrive dans ta vie, qui est totalement mégalomane. Et on en fait soit des monstres en aggravant cette situation. Mon pauvre chéri, tu t'es fait mal, tiens, prends un bonbon, une espèce dans nos sociétés, tu vois, de l'enfant chéri, l'enfant roi. Et donc j'avais une vision de l'éducation très non, c'est pas toi qui décide, c'est les parents, et toi t'es voilà. Et 5 ans après, c'est encore là cette vision ou pas? Ouais, t'inquiète, j'ai pas changé de vision des choses. J'ai dû forcément adapter mon discours parce qu'un enfant, c'est une réalité, et il y a des moments tu peux pas. Tu peux pas. Tu étais obligé de céder sur certaines choses. Voilà, pour adapter son discours. C'était obligé de négocier. C'est comme les dictateurs. Tu peux pas tout le temps être contre ou imposer par la force. Donc, à un moment donné, c'est des négociations. Mais et du coup, je me suis dit, mais en fait, j'avais envie de raconter la manière dont l'enfant roi s'emparait en fait des parents à l'arrivée. Je voyais un peu parfois des proches ou un peu éloignés, ou de la famille, où les enfants, tu vois, devenaient vraiment les rois du monde, quoi. Et les parents étaient plus que des larbins, totalement sous la tyrannie de l'enfant, quoi. Et ça m'insupportait. Et donc j'ai essayé je me suis dit, mais au contraire, au lieu de ne pas vouloir me montrer, je vais en faire des caisses. C'est vraiment un sujet, c'est vraiment un travail. J'en ai honte parfois quand je le regarde, je fais putain, j'ai vraiment fait ça. Parce que j'ai commencé, il avait 3 mois, et je lui foutais des perruques, des salades sur la tête. Je lui ai foutu un petit squelette en disant tiens, il joue avec sa sœur. C'est des jeux de mots tout pourris. Et en même temps, c'est vraiment. Moi, elle m'a éclaté cette série. C'est vrai que ça a eu beaucoup d'impact. Je pense qu'il y en a qui se sont dit oh putain, c'est la honte absolue, le mec, et elle est bien bas. Et il y a beaucoup de gens qui, en tout cas ceux qui me l'ont dit, c'est plutôt les gens qui ont trouvé ça génial. J'en ai fait un livre. Mais il y a de l'amour, il y a un irrespect du môme en même temps, parce que on n'est pas censé toucher aux enfants et rigoler des enfants. C'est ça. C'est pas les enfants, c'est les nourrissons. Les nourrissons. Il avait quelques mois. Ouais. C'est-à-dire que le tabou absolu, c'est de se foutre de la gueule de son bébé. Quoi. Moi, je trouve que tu l'as pas plus embêté que si tu l'avais foutu dans un truc rose, un panier, exactement. Un machin. En vrai, c'était exactement la même démarche. Ouais. C'est simplement qu'au lieu du panier rose, tu avais du PQ. Quoi. C'est ça. Je l'ai un peu plus embêté, mais il était tellement tranquille, tu vois. Il t'en veut pas? Non, il m'en veut pas. Et on continue. On fait pas la même chose, mais moi, je le prends quasiment tous les jours en photo. Donc, et en fait, il pense, c'est génial parce que il va avoir 5 ans, donc en général, c'est l'âge où il commence à dire. Il aime pas les. Enfin, ou potentiellement, il pourrait dire là maintenant, au bout de 5 ans, arrête de me prendre en photo. Et pour l'instant, il croit que c'est encore normal d'avoir un papa avec un appareil photo greffé sur l'œil toute la journée, donc ça passe. C'est toute une éducation. J'ai la même avec les miens. C'est ça. Quand il croit que c'est normal, tant qu'il croit que c'est normal, exactement. Il continue avec toi. Le jour où ils comprennent, par contre, t'es dans la merde. J'ai l'impression qu'il y a toujours un message en fait dans toutes tes séries. Même dans les idées les plus simples, tu as des idées comme remonter le canal de l'Ourcq, ou faire des photos d'aliments emballés dans du plastique. C'est des trucs a priori très simples, que tout le monde aurait pu faire même avec un smartphone, que finalement personne ne fait. Il y a toujours quelque chose
qui est derrière, qui est par rapport à une mode, à une façon dont les gens voient les choses. C'est toujours le même message. Tu as des périodes. C'est quoi est-ce qu'il y a un message permanent dans tout ce que tu fais, ou est-ce que c'est au gré de ton évolution à toi? Alors, tous mes travaux, il y a comme tu dis, il y a un message, il y a un engagement, c'est au mieux. Il y a mes idées un peu aussi derrière. J'allais dire, celui sur le canal de l'Ourcq, c'est un peu une exception parce que c'est en ça que j'ai du mal à l'assumer aussi. C'est qu'il n'y a pas de message, quoi. Il y a pas de, c'est vraiment une typologie. T'as pris la route, quoi. J'ai pris la route et c'est vraiment une. Bon, aussi, je raconte entre Paris, la banlieue, la campagne, je raconte ce canal et la vie qu'il y a autour. Mais il n'y a pas d'engagement. Ouais. Et moi, ce que je cherche, ce que je fais à peu près dans tout, effectivement, les aliments emballés, c'est montrer le gaspillage, enfin l'absurdité de vendre des bananes, limite, on a enlevé la peau et on te la vend sous cellophane, bien emballé, on va marquer bio, enfin c'est absurde, quoi, ou des quartiers d'orange déjà épluchés. Ouais. Des Oui, les bananes épluchées emballées. Voilà, c'est un travail sur l'absurdité de l'emballage. Et effectivement, derrière, il y a un message, il y a un engagement. En fait, il y en a un, je suis sûr que tu l'as laissé exprès, il y a une étiquette Biocop sur un emballage en plastique. Oui, c'était pas mon sponsor. Je sais, mais c'est oui, rigolo mais quand ça, même, parce que je me suis dit quand même, c'est fort. C'est censé être les mecs qui défendent la nature et ils font les mêmes merdes que les autres, quoi. Ouais. Pardon, ils font la même chose que les autres. Non, tu peux dire les mêmes merdes. Je sais pas pourquoi, quand on dit merde, même dans on met M, 3 petits points. Ça Parce aussi, il faut arrêter. Pas être censuré par. Mais aux États-Unis, on censure, mais en France, on va pas. Et même dans des trucs hyper. Excuse-moi, ça n'a rien à voir, mais c'est aussi un engagement. C'est que ça m'insupporte qu'on puisse pas dire merde, qu'on est obligé de mettre N, 3 petits points. Tu vois, tu t'es repris. Ouais. Bah, assume. C'est bien de dire merde. Les mêmes merdes que les autres. Voilà. Allons-y. Voilà. Et oui, voilà. À part, mais tous mes travaux, effectivement, je pense qu'il y a je dirais engagement. C'est pas forcément, ça peut être prétentieux, c'est pas forcément un engagement qui porte très loin, tu vois. Mais c'est derrière, effectivement, il y a une idée, c'est une idée presque politique au sens où il y a une réflexion. Ben oui, parce que moi, ce qui m'intéresse dans la photographie, au-delà de la création d'une image, d'un reportage, d'une série, c'est qu'est-ce que ça porte derrière, quelles sont les valeurs, et quand j'ai mon travail sur Haïti, globalement, c'est vraiment un engagement sur ce pays, sur ce peuple, sur une injustice à ne montrer que une vision misérabiliste et violente qui existe dans le pays, mais il n'y a pas que ça. Quand j'ai fait un reportage sur un couple de Tunisiens qui étaient militants athées, qui ont fui la Tunisie, qui sont passés par Belgrade et qui sont arrivés en France, qui étaient réfugiés, qui ont galéré pour avoir leurs papiers parce que c'était des militants pro-Charlie Hebdo, qui se faisaient de la provoque, etc. Et ce reportage qui raconte leur parcours et leurs galères, c'est aussi une manière de les soutenir et de soutenir leur engagement, leur message. Je trouve que c'est génial, à la fois atypique et qui était beau, quoi. Et ouais, à chaque fois, c'est là, sur les sans-abri pendant le confinement, c'est derrière, c'est pas juste pour montrer qu'il y a des sans-abri, c'est pour dire, pour le dire sans avoir besoin de l'écrire, que c'est pas, c'est à partir du moment où tout le monde rentre chez soi, il y a ceux qui sont dehors, qui sont encore dehors, sont des gens qu'on voyait, qu'on trouve normal et moi d'un coup je me suis dit, mais ça peut paraître naïf mais en fait c'est hallucinant qu'on soit encore dans une société où on laisse des gens, on passe devant, et des gens qui font leur cabane, qui mettent leur tente, ou qui ont juste mais c'est pas qu'on les regarde pas. Je comprends qu'on les regarde pas. On les voit tous les jours. J'en veux pas aux gens qui les regardent pas, parce que même si quand tu discutes avec les sans-abri, et là je passe un message. Voulez-vous juste, je sais que la plupart des gens sont sollicités, surtout à Paris, et qu'on n'a pas envie de donner de l'argent. Mais moi par exemple, je donne jamais d'argent. Mais je regarde, quand on me sollicite, je les regarde, je leur dis bonjour, je dis non, désolé, je peux pas vous donner d'argent, ou même j'ai pas envie de vous donner d'argent. Mais rien que ça, c'est déjà leur remettre un peu d'humanité. Et ils me disent, parce que j'ai aussi discuté pas mal avec des sans-abri, qui m'ont dit, mais nous, ce qu'on veut, c'est même pas d'argent, c'est juste quand on vous aborde, juste regardez-nous et vous dites non, puis vous partez. Et c'est hallucinant. Moi, ce qui m'effraie, c'est quand je vois les gens qui sont
gentiment abordés par un sans-abri, tu vois, qui les interpelle, qui disent bonjour, tu vois, un truc très soft. Et les gens tracent sans même pas tourner la tête. Et ça coûte rien de tourner la tête, de dire je suis désolé et de repartir, tu vois. Et rien que ça, c'est la seule chose qu'ils veulent, quoi. Et donc voilà, c'est une manière de dire putain, en fait, on sait qu'on les voit, enfin, on les voit, mais en fait, on estime que c'est normal. Ah, oui, je tape du poing sur la table quand je suis. On estime que ça fait partie du paysage. Voilà, c'est normal. Dans les grandes villes, à Paris, il y a des sans-abri. Et puis c'est tout, quoi. Et je dis pas que la solution est simple, parce qu'il y a une partie des sans-abri qui sont tellement en décalage avec la société, qui seraient incapables, même si on leur donnait un logement, un appartement payé, qui sortiraient dès le soir même, ils iraient dans la rue. Mais il y a quand même une partie qui voudrait bien avoir un abri. Et surtout, il y a une manière à ce qu'on évite que les gens finissent à la rue, en fait. C'est pas tant pour aider ceux qui sont à la rue, c'est pour se dire, attendez, maintenant, à partir de maintenant, on peut plus expulser une famille et qu'elle se retrouve, ou quelqu'un, et qui se retrouve à la rue. Il y a plein de logements vides à Paris. Enfin, voilà. Donc voilà. Tout ça, je l'écris pas parce que je suis tu le dis en photo. Je le dis en photo, en essayant que les gens, ça pousse d'autres personnes plus à même à se bouger, quoi. Du coup, il ne peut pas y avoir de série sans message, quel qu'il soit, parce que tu as un message qui est plus militant que la moyenne, mais il peut y avoir d'autres messages aussi. Enfin... Je suis engagé, pas militant, parce que militant, militant, c'est pas un beau mot. Non, moi j'ai du respect pour les militants, mais quand on est militant, on agit plus loin, on va plus loin. Parce que moi, par exemple, je me suis pas engagé dans une association de sans-abri. Où j'ai pas essayé d'en sortir personnellement ou par des réseaux, etc. Là, je fais un travail aussi sur la défense des terres agricoles ou sur la lutte contre les bassines qui sont construites en France, notamment dans les Deux-Sèvres en ce moment. Et je suis engagé dans le sens où je trouve ça aberrant, cette volonté des gros agriculteurs de créer des bassines. En gros, je fais court, mais ils construisent artificiellement des énormes bassins qui font des hectares et des hectares, qui remplissent l'hiver d'eau, pour que l'été, quand il y a restriction d'eau, en fait, ils ont déjà récupéré de l'eau, ils ont déjà leur stock, ce qui évite en gros, donc ils anticipent l'assèchement l'épuisement des eaux, donc, et ils s'approprient un bien privé financé à 70% par le gouvernement. Donc c'est pour faire en plus, je continue, mais pour faire en plus de l'agriculture qui est essentiellement du maïs, c'est-à-dire une plante qui est une aberration en France. C'est une plante qui a besoin énormément d'eau et de chaleur et qui, du coup, épuise encore plus les sols, et c'est un cercle vicieux. Voilà. Et donc, je ne suis pas militant parce que je ne fais pas partie de l'assaut et je ne prends pas les armes, on va dire, pour faire simple, mais je suis engagé dans le sens où mon regard va appuyer de plus en plus maintenant vers des combats que indirectement je soutiens ou que j'ai envie de mettre en lumière. Comment, alors on revient à l'idée de simplicité de certaines séries. Comment on met en image des choses simples. Par exemple, tu as des portraits qui ont l'air très simples, qui ne sont pas du tout. Alors j'imagine que la simplicité apparente, elle est due au fait que c'est des portraits presse et qu'il faut qu'ils soient lisibles très rapidement. Mais en même temps, quand on creuse et qu'on va dans les niveaux un peu au-dessus de lecture, il y a plein de choses à ressortir de ces portraits-là. Comment est-ce que tu fais ça ? C'est marrant, ça me fait penser au dessin. En dessin, plus la ligne et le trait est simple, épuré, plus c'est compliqué de réaliser. Et plus on commence à griffonner, on fait plein de détails, on en rajoute, etc., c'est qu'on patauge, on ne sait pas où aller, on cède avec toutes ces lignes qui vont créer... oui, la simplicité en image, c'est aussi l'efficacité. Mais en même temps, quand tu commences à regarder d'un peu plus près... Alors ça, c'est peut-être c'est la deuxième analyse, c'est... Parce que parfois, je pense que ça m'échappe, parfois c'est réfléchi. Le portrait de Mélenchon, pour reprendre un des plus récents, tu scotches oui, d'accord, ok. Un arrière-plan. Enfin, je veux dire, la photo en elle-même, elle est ultra simple, mais en même temps, quand tu regardes un petit peu en détail... La pose est basique, c'est-à-dire qu'effectivement, en plus, c'était je savais qu'avec Mélenchon, j'aurais quelques secondes. Là, j'ai eu 2 minutes et 4 secondes, c'était énorme. Je crois que j'ai fait 54 photos. Je l'ai noté parce que c'est genre un record. Parce que je l'avais déjà photographié. J'avais eu 34 secondes, je crois, et j'avais fait 17 photos. Enfin, c'est tellement... Avec ce personnage, c'est tellement un défi
de relations humaines et de timing que ça se compte. Oui, en fait, j'ai scotché un fond en me disant, parce que souvent les portraits de plus en plus, et ça c'est... en France, je sais pas, j'ai pas assez de recul, mais quand on m'envoie faire un portrait, c'est souvent lié à une interview, et donc en fait, le journaliste prend au préalable rendez-vous avec la personnalité, et prend rendez-vous par rapport à qu'est-ce qui a avantage la personnalité ou le journaliste pour se retrouver. Et il ne pense pas au fait qu'il va y avoir un photographe et que le photographe a besoin d'un contexte, un lieu, un décor, de la place pour mettre ses flashs, etc. Donc on est un peu le parent pauvre du portrait parce qu'on débarque, on a droit à beaucoup moins de temps et de plus en plus dans des lieux qui sont aseptisés en fait. Dès que c'est des bureaux, c'est open space, c'est blanc, il n'y a rien, il n'y a pas d'âme. Pas de profondeur. C'est d'une tristesse absolue. Et nous, on se retrouve avec qu'est-ce que je vais faire avec ça, quoi. Donc là, dans les locaux de campagne de Mélenchon, il n'y a rien, quoi. C'est vraiment des bureaux. Et j'avais pris un fond papier en me disant, parce que j'avais déjà repéré les lieux, donc je savais qu'il n'y aurait pas grand-chose. Et je me suis dit, au pire, je mets un fond coloré, c'était orange, parce que et que ça fera toujours un soutien un peu, un décor, quoi, office de décor, mais en termes de couleur. Et j'ai mis du scotch, je me suis dit, c'est esthétique ce scotch noir sur... Je me suis dit, vas-y, je vais en rajouter un peu partout, ça va faire... Il n'y avait pas de symbole, mais il y avait déjà une construction graphique. Moi, j'ai besoin pour un portrait d'avoir... C'est vraiment le graphisme, la composition, j'ai besoin de ça. Ça appuie pour moi un lieu qui va pouvoir structurer un portrait. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai un lieu, avec mes flashs, il y aura une lumière, je sais que la personnalité, quelle qu'elle soit, quel que soit le temps qui m'est apprêté et la bonne volonté ou pas de la personne, j'ai déjà des assises, un peu de charpente qui vont m'aider. Et en fait, j'ai fait des portraits sur lui, puis en reculant, avec ces scotch noirs, je trouvais que ça... Bon, c'est peut-être pas nouveau, hein, mais je trouvais que ça fonctionnait. Il y avait ça pouvait... Après, c'est ça qui est magique dans la photo, c'est que souvent, on m'analyse parfois mes photos en y voyant du sens... ou des symboles qui fonctionnent dans le sens, parce que c'est toujours lié à une réalité de la situation ou du personnage, tu vois. Mais c'est intéressant parce que c'est ça qui est riche dans la photographie, c'est que, ok, on voit à premier abord, ok, c'est machin, ok, il se passe ça, ok, on est dans tel lieu, et derrière, on peut y voir du symbole. Et moi, ce que j'aime dans l'image fixe, c'est la possibilité du symbole. Moi, j'ai baigné dans l'espèce de symbolisme adolescent dans l'art. C'était le symbole qui était la symbolique, etc. Donc, retrouver ça en photo, j'assume. Ça marche bien, en tout cas. Ouais. Mais non, ils sont particulièrement réussis, tes portraits. Il y a des choses qu'on retrouve, et c'est vrai que je pense que c'est plus lié au modèle. Par exemple, le portrait de Pécresse, je la trouve très austère. Et j'ai l'impression qu'elle est comme ça en vrai. Je la connais un peu, j'ai déjà photographié, j'ai l'impression qu'elle est comme ça en vrai, en fait. Mais c'est vrai que ça fait ressortir ce côté-là particulier de sa personnalité. Salgado, on sent que tu le respectes. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose. Salgado et Pécresse. C'est pas les mêmes. Mais, non, mais je veux dire, Salgado, on sent. Pas le même. Oui, t'as pas le même rapport. J'ai pas le même rapport. Ouais. Mais Salgado, on sent tout un respect dans ta photo par rapport à lui. Je sais pas si c'est ressenti ou pas de ta part. C'est plus je suis plus impressionné par Salgado effectivement que Pécresse. L'enjeu est pas le même. Non, mais le portrait de Salgado, c'est certainement le plus simple de toute la série, mais il est ultra fort. On le sent. Mais oui, mais il n'y a pas que ça. C'est juste que j'ai pas eu le même temps et j'ai pas la. Salgado avait une. Bon, il est photographe et il m'a laissé du temps et il avait il n'avait pas des communicants autour. Il n'avait pas une directrice de cabinet qui mettait une pression. Moi, j'avais pas derrière des journalistes qui allaient débarquer pour l'interview et que je savais que c'était limité. Il a compris ton boulot, quoi. Il t'a laissé faire ton boulot. Exactement. Ouais. Et face à Valérie Pécresse, bon, c'est pas le même caractère. Les enjeux sont pas les mêmes. Et pour la petite histoire, elle était très souriante, en fait. Ouais. Trop souriante. Et au bout de 5-10 minutes, je me suis dit, mais elle a un sourire indécrochable et ça va pas, en fait. Ouais. Mais même pour elle, je trouvais que c'était un sourire qui était...
Ça le met tout en valeur. C'est too much, quoi. Ouais. Arrête avec ce sourire, c'est ridicule. Tu vois, mais on se dit ça parfois, tu vois, intérieurement, on se dit plein de choses. Et je me suis dit, mais il faut que je lui fasse enlever ce sourire. Donc je lui ai dit, au début, tu y vas un peu diplomatiquement. Ah, on peut essayer de faire une sans sourire. Puis là, elle garde son sourire. OK. On peut en faire une un peu plus sérieuse, là. Et elle garde son sourire. Et je me suis dit, OK, ma photo, on va lui en faire enlever son sourire, quoi. Et donc, je l'ai poussé, j'ai insisté. Et à un moment donné, je lui ai dit, non, mais allez-y, là. Soyez un peu plus... Et elle a fait une espèce de grimace parce qu'en fait, elle était gênée par ma manière un peu intempestive d'exiger qu'elle arrête de sourire. Elle dit non, parce qu'en plus, elle me disait, mais non, mais moi, quand je suis sérieux, quand j'ai l'air un peu sérieuse, je fais la gueule, j'ai l'air méchante, etc. En fait, tu es ce que tu es vraiment, en fait. Dans son personnage, dans son caractère, dans ses idées politiques. Et je me suis dit, parce que, en plus, moi, le sourire, je fais jamais poser en disant allez-y, faites un sourire. Enfin, c'est très rare. Sauf quand la personne vous tire la tronche, c'est l'inverse. Vous pouvez pas sourire un tout petit peu pour avoir l'air un peu plus détendu, un peu moins méchant. Parce qu'il y a des gens, quand ils sourient pas, ils ont l'air méchants, ou tu sais, c'est dur, quoi. Donc j'essaye un peu de portrait, c'est recréer une réalité spontanée que t'as pas quand tu dis à quelqu'un poser. À part les acteurs, très peu posent naturellement. Tout le monde a l'air un peu gauche. Donc on est obligé de créer des attitudes, des situations. Et même parfois, les gens ont aussi des aspects physiques qui changent, quoi. Oula, putain. Ouais, donc là, je vais devoir un peu... Parce que là, je peux pas utiliser cette photo comme ça. Il y a des gens que tu reconnais pas, en fait. Bah non, c'est pas les mêmes. Parce que la lumière, l'attitude, ils crispent, etc. Et ça va... Pour eux, c'est dommage. Enfin, tu vois, donc le but, c'est pas que les rendre moches ou les rendre beaux, c'est rendre quelque chose de... C'est rendre... Les rendre eux. Les rendre eux, mais leur donner quand même un certain charisme. J'aime bien les portraits qui dégagent quelque chose, d'assez fort, d'assez puissant, et surtout que je photographie pas mal de gens qui ont un certain pouvoir ou une certaine puissance, même purement intellectuelle, tu vois. Et c'est ça que j'essaie de faire incarner chez les gens, c'est un truc assez... Voilà. Et du coup, Valérie Pécresse, j'ai réussi à un moment donné où je l'ai poussée un peu à bout jusqu'à être un peu... à la mettre dans une situation où elle était instable, et elle a fait une espèce un peu une grimace de ok, je vais pas sourire, en même temps je veux pas. Elle voulait pas, elle savait qu'elle avait une sale gueule en ne souriant pas, qu'elle avait l'air dure, tu vois. Mais moi, Valérie Pécresse, son discours il est dur, donc je vais pas faire une petite enfin c'est pas très sympa, mais et puis, un peu cruche, tu vois. Moi, Et puis, il y a des schémas, tu vois, où la femme, elle doit forcément sourire, elle va avoir l'air sympa et bienveillante. Bah non, t'es une femme politique, t'es dure, t'es dans l'arène. Ces homologues mecs, ils font pas des grands sourires mielleux, tu vois. Donc, arrête ton sourire mielleux, quoi. C'est aussi presque féministe, une manière de dire... Ok, enfin, tu vois, espèce de truc là, qui m'agaçait, et voilà. Donc j'ai eu cette, et puis tu vois la pose, je l'ai fait poser comme un mec en fait. En fait, c'est pas comme un mec, je l'ai fait poser normalement. Mais là, du coup, c'est elle ou c'est toi du coup qui moi. gère le portrait? C'est toi, il y a quand même un bout de toi dans le portrait. C'est un duel, c'est un combat. Souvent un portrait, c'est un combat parce que toi, tu veux quelque chose. Alors parfois, je sais pas ce que je veux, mais en tout cas, je mets en place les gens. Je les fais poser, je les dirige. Je leur dis mettez-vous là, non, si ça va pas, mettez-vous debout, tournez la tête, trouvez une attitude des mains, des bras, etc. C'est un peu des pantins pour moi. Ouais. Je les façonne en fait. Ouais. Je suis vraiment un sculpteur, je les façonne. Et puis sauf qu'en face, j'ai des personnes qui parfois se laissent faire totalement, parfois pas du tout. Et c'est là où s'engage vraiment un duel, parce que eux, ils ont une exigence. Soit ils refusent ce que je leur demande de faire. Ils ont raison, hein, mais le but, c'est que moi, je veux faire ce que je veux. Eux, ils ont le choix de dire non. Et c'est là où se trouve cette limite, quoi, cet entre-deux qui va donner telle ou telle photo. Donc, le portrait est un duel, en fait. Ouais. Sauf dans la communication. Enfin, parfois dans la communication. Le portrait de communication est un duel. Non, pas de communication. Moi, c'est pas des portraits de communication. Il y a toujours des directeurs derrière, non? Oui, mais je travaille. Comme la communication? Non, pas du tout. Parce que c'est des portraits que je fais pour la presse. Et c'est pas la même chose que faire un portrait pour un candidat qui va servir pour son affiche. Ou pour une entreprise, ou pour un... Mais ça reste dans sa communication. J'imagine qu'ils ont quand même envie d'avoir un droit de regard. Non, ils n'ont pas de droit de regard. D'accord. À part le cinéma, dans les acteurs, etc., qui parfois exigent
de choisir les photos qu'elles ne veulent pas voir. D'accord. Elles choisissent pas la photo qu'elles veulent voir, mais celle qu'elles veulent pas voir. Non, dans la politique, ils choisissent pas du tout. Tout comme ils choisissent pas, ils peuvent relire les interviews parfois, mais ils choisissent pas de. Enfin, ils n'ont pas leur mot à dire en fait. Ils n'ont pas leur mot à dire. Ils peuvent dire, j'ai pas vraiment dit ça comme ça, etc. Ça peut se négocier, mais c'est le journaliste et le journal qui décide à la fin, dans tous les cas. Non, un portrait de communication, c'est en gros faire un portrait flatteur de la personne pour vendre quelque chose. Et moi, quand je photographie des personnalités pour la presse, je suis pas là au service de la personne que je photographie. D'accord. Son avis m'intéresse pas. Je suis là au service du journal et je suis là au service d'une information. D'accord. Qui est pas en portrait, on n'informe pas grand chose, mais en tout cas on donne à voir quelque chose et qui peut et donc c'est pas de la communication, c'est de l'information. Tu dis ça, mais la plupart du temps les gens lisent le gros titre et voient le portrait. Donc au final t'es parfois, pour beaucoup de gens, le gros de l'information qu'ils vont capter. Je capte le lectorat. Après, le lectorat, il lit l'article, tu vois. Pas forcément, c'est ça justement. Pas forcément, oui. Oui, mais je ne vais pas avoir la prétention de dire que... Non, mais au final, des fois, je ne vais pas dire à 100%, mais il y a quand même pas mal de gens. On va dire que ton article est partagé sur Facebook, ce qu'ils vont voir, c'est le titre et ta photo. Oui. Il y a plein de gens pour qui c'est ça une information. Ah oui, d'accord. Oui, bien sûr. Oui, sur les réseaux sociaux, ouais. Malheureusement, ouais. C'est ce qui est quand même la source numéro 1 d'information de tout le monde. D'où l'importance du choix de l'image et du titre et de la légende. De plus en plus, ça a des conséquences. Ça peut avoir des conséquences, tu vois, sur le partage incessant et insensé d'informations dont personne n'a lu l'article. Ouais. Mais voilà, donc en tout cas, c'est effectivement... dans ce genre de cadre, c'est effectivement souvent un duel parce que la personne veut parfois imposer une image. Derrière, les communicants ou directeurs de cabinet ou d'attachés de presse sont là pour à peu près amortir. Non, te mets pas comme ça. Non, pas ici. Non, si on peut éviter de voir ça, etc. Donc tu vois, t'as des espèces de c'est parasites. C'est garde-fous, quoi. Ouais. C'est un peu des garde-fous. Ça dépend des personnalités, mais effectivement, parfois c'est très présent et c'est rarement, c'est jamais avantageux pour nous. Hein. C'est toujours, ça parasite en fait la relation avec la personne dont on essaie d'avoir une entière confiance. Pour qu'elle se laisse manipuler dans le sens où, pas forcément manipuler dans le sens négatif, mais parfois juste pour qu'elle ait... Enfin, moi, par exemple, je milite pour que dans la photographie politique en France, on arrête de faire on arrête d'avoir des politiques qui posent de façon chiante, quoi. C'est chiant à mourir, c'est classique, tout est guindé, faut pas... En fait, ce que je dis souvent, c'est ce qu'on voit beaucoup moins dans le monde anglo-saxon et surtout chez les Américains, c'est qu'on a tous été fascinés par la campagne d'Obama, enfin la campagne visuelle d'Obama. Le mec était cool, le mec était classe, il n'était pas forcément habillé en costard, il met les pieds sur la table, c'est cool, c'est spontané, c'est fun. Mais c'est pas juste fun, c'est vivant, c'est un vrai mec, tu vois. Et nous, on se retrouve encore maintenant, même avec des candidats où on va poser derrière un bureau, on va se tenir droit, on met pas les mains dans les poches parce que non, faut qu'il y ait la... Enfin, mais quand Macron fait son portrait, tout le monde lui reproche de le faire comme ça. Et aussi. Oui, c'est ça qui me désole parce que en France, on trouve que la politique est poussiéreuse, elle n'est pas proche du peuple, elle n'est pas en réalité avec le commun des mortels. Et donc ça passe déjà par une image. Si on voit déjà un politique qui est habillé normalement, qui parle normalement et qui déjà on va dire tiens, il est un peu plus proche de nous. Mais quand il y a ça, quand ça se passe, dernier en date, Emmanuel Macron qui met un sweat et qui est mal rasé et au scandale, il est mal rasé, il a un sweat. Franchement, c'est ridicule. Débat, on est français, on n'est jamais content. Au-delà du personnage et de ses idées, c'est pas le problème. C'est juste sérieux, on va faire un débat sur est-ce qu'un président qui a un sweat et alors après on dit oui, il a copié sur Zelensky et quand Zelensky fait ça alors qu'il est sous les bombes, on trouve ça classe et courageux. Bon, Macron n'est pas sous les bombes, mais en fait, on en est encore. C'est lui, c'est de la récupération, quoi. Alors quand c'est lui, c'est de la récupération, et en même temps, s'il met une cravate, on va dire oui, c'est encore une image poussiéreuse, quoi. Et c'est un peu l'esprit français qui est parfois un peu chiant parce qu'on est contestataire, mais dans les deux sens. Donc quoi qu'on fasse, en fait, on bouge pas, quoi. D'accord. Et du coup, pour un photographe comme moi, je me retrouve avec des gens qui sont flippés, qui à la fois
aucun intérêt, ils s'en ont rien à foutre du portrait, de la photographie, ils y connaissent rien, ils regardent pas dans les journaux, ça les intéresse pas. Vas-y, fais ta photo, je m'en fous. Et en même temps, ils sont totalement flippés à l'idée qu'il y a la photo, il y a un mauvais pli, un bouton qui est pas mis, mon Dieu, ça va faire scandale. Alors que s'ils collaboraient avec toi dès le départ, ça serait un échange et on pourrait arriver à des choses beaucoup plus. Ça changerait pas la face du monde, mais on arrêterait d'avoir une espèce de mise en scène d'eux-mêmes qui correspond pas non plus à eux-mêmes en fait. Et donc et c'est pour ça que moi j'essaye un peu de leur faire poser différemment, d'arriver à les piéger en fait d'une certaine manière pour casser des archaïsmes dans lesquels ils sont prisonniers, tu vois. essayer de faire évoluer. Je le fais pour moi, hein, je m'en fous de faire évoluer l'image de Pécresse ou de Mélenchon, hein, c'est pas le problème. Ça te facilite le boulot aussi si tu arrives ça facilite le boulot. Ça, ouais. Mais oui, parce que moi, dans ces moments-là, le portrait, c'est aussi un acte créatif, c'est créatif. Et quand on regarde les portraits dans l'histoire, ce qui marque, c'est des portraits qui ont modernisé d'une certaine manière, à la fois la photographie et à la fois les gens. Et je trouve ça plutôt pas mal de moderniser, tu vois. Quand t'es photographe, quand t'es dans cette impulsion, t'as pas envie de refaire toujours le même portrait, quoi. Tout simplement. Je ferai un extrait de cette partie, je les taguerai dedans. On verra, peut-être qu'il y en aura un qui écoutera qui sera content de collaborer pour la prochaine fois. Ils vont t'envoyer un message en disant Corentin, venez faire mon portrait. Je vais mettre debout, torse nu sur le banc public en extérieur par -40. Ça va le faire. Ça aurait de la gueule. Exactement. Alors justement, on parlait de portrait original, on va parler d'un portrait que tu as fait, d'une série de portraits que tu as fait sur 10 ans, qui est ce livre absolument dingue, qui est Mon oncle est un génie. J'ai presque envie de reprendre l'idée de duel, parce que je pense pas que ça soit fait autrement que dans une certaine forme de douleur, ce livre. Je sais pas. Duo plutôt. Un duo plutôt qu'un duel. Ah non, c'était au contraire, c'était du plaisir. C'était du fun. Ah bah oui, déjà parce que c'est mon oncle, parce que c'était assez symbiotique, hein. Ces délires, je les comprends, je les vis aussi, parce que c'est aussi des moments dans photo, c'est nos vacances en fait, les vacances avec les mêmes potes en commun. On est à poil, on fait des cérémonies totalement cheloues dans un lac au flambeau, et il y a tout un en fait, c'est un personnage qui s'est déconstruit, en fait. D'où il venait, de sa vie. À 50 ans, il a commencé à déconstruire plein de choses. Et je trouve ça assez fascinant qu'à cet âge-là, à l'âge où, en général, on décline à tout bout de champ, à tout niveau, et on se rigidifie, lui, au contraire, se libérait de pas mal de choses et remettait en question que ce soit même politiquement. Il votait Sarko et il se met à voter Mélenchon. C'est un espèce de mal alpha, habillé toujours en jean godasse, il se met à porter des robes. Et dans un acte créateur, en fait, créateur, libérateur, et il cherche ça, et c'est ce que je trouve ça, c'est très riche, en fait, ça. C'est donc voilà, ça fait une dizaine d'années que je l'ai photographié au quotidien quand je passais du temps avec lui. Et au bout d'un moment, je me suis dit, mais il est tellement pas. Enfin, j'adore en plus l'écouter. Bon, ça se voit pas trop en photo, mais il a aussi une vision et un récit des choses qui est assez passionnante à écouter. Et je me suis dit, il faut absolument que je partage mon oncle à tout le monde. C'est un bienfait de C'était pas un livre au début, on est d'accord. Au début, c'était des photos privées. C'était des photos privées. Après, c'est devenu une espèce de travail que j'ai posté sur... de série que j'ai posté sur Facebook. Et puis, quand j'ai vu un peu l'engouement, je recevais des messages. « Génial, ton oncle, super, continue, etc. » Je me suis dit, bon, il y a peut-être moyen d'aller plus loin, quoi. Enfin, d'en faire un livre, parce que moi, je trouve que le livre, c'est l'aboutissement pour un photographe, pour un travail photographique et pour un photographe. C'est ce qui va rester. Parce que là, je cumule des disques durs, mais quelle déprime. Donc, aboutir à un livre, c'est être sûr. Déjà, c'est partager différemment que publier dans la presse, publier dans les réseaux. Déjà, la personne qui regarde a acheté le livre, donc déjà, il fallait. C'est un acte conscient. C'est pas une consommation passive. Oui, complètement. Et non, puis c'est concret, ça va rester. Voilà. Et c'est là où c'est pas un duel, parce que justement, on n'était pas dans une confrontation, on était vraiment dans une symbiose, quoi. Alors du coup, ouais, c'est totalement l'inverse. C'est ça. C'est quoi la part du photographe, c'est quoi la part du sujet dans ce livre ?
Franchement, c'est 80% mon oncle. C'est-à-dire, c'est lui, c'est son quotidien, c'est spontané. Et puis 20% il y a des portraits que j'ai fait de lui, donc je l'ai fait poser, Ouais. tiens, bouge pas, mets-toi là. Et puis des situations qu'on a trouvées ensemble, tu vois. Ah putain, il me dit, si je vais là, ça peut être super. Mais ça, c'est qu'une petite partie, c'est vers la fin, on a commencé, ça devenait vraiment un personnage, mon oncle. Et du coup, c'était des moments où on allait aussi tous les deux créer une image, en fait. Mais grosso modo, c'est 80% de photojournalisme, en fait. De suivre quelqu'un dans sa vie, quoi. C'est du travail documentaire. C'est pas du journalisme, mais c'est réel. C'est-à-dire, c'est vraiment son quotidien, c'est spontané, c'est lui, etc. C'est lui qui fait les cons, c'est lui qui... Parce qu'il aime bien aussi poser, tu vois, il a toujours été comme ça. Donc, mais c'est lui, quoi. C'est le... Voilà, donc c'est... Le message, c'est la liberté. Ouais. C'est la liberté. C'est vraiment ça, la liberté. Et... Moi, je vais c'est dire aussi une douce folie, tu vois. C'est une douce folie. Et... Je vais dire un truc, c'est que je pensais pas que je pouvais m'attacher comme ça à un inconnu, en fait. En plus, je veux dire, je connais même pas son nom, c'est mon oncle. Je veux dire, personne le connaîtra probablement jamais autrement que comme mon oncle. Mais du coup, ouais, j'ai une conviction en ce moment qui est qu'on va vers les gens qui ont l'air libres plus que vers les autres, parce que justement, c'est hyper attirant, même si on fera jamais le millième de ce qu'ils font eux, quoi. Mais du coup, moi, j'ai été fasciné par ce bouquin. C'est franchement trop bien. Belle réussite. C'est cool. Belle Merci, réussite. hein. Je l'ai vu la première fois passer dans un magazine qui en parlait, tu vois. Puis j'ai vu cette tête. Déjà avec la couve, tu vois que tu as affaire à un mec. Il y a une gueule, quoi. Ouais, il a une vraie gueule et tout, mais c'est franchement le livre est superbe. Donc vraiment bravo. C'est un bel ouvrage, un beau travail. Traditionnellement, pour clôturer la partie philosophie photo, on parle d'une image en particulier. On va parler de celle qui ouvre ton site, parce que tu as énormément de travail. C'est extrêmement rare que j'arrive pas au bout du site de mon invité. Franchement, J'en ai trop mis, alors. T'en mets, j'ai pas assez bien édité. T'en mets beaucoup, mais bon, tu travailles beaucoup, tu produis beaucoup de choses. Mais en fait, je pense que si tu as mis celle-là en accueil de ton site, c'est aussi qu'il y a une raison. C'est celle de l'évacuation du camp de réfugiés de Saint-Denis, qui est une photo avec une situation pas courante et assez incroyable, avec une lumière incroyable surtout. Déjà, pourquoi c'est celle-là qui accueille tes visiteurs? Et la suite de la question, c'est un peu quelle est l'histoire derrière cette photo? Peut-être comment tu l'as repérée, parce que j'imagine qu'elle ne s'est pas faite toute seule. Comment tu l'as construit? C'est... Bon, en gros, régulièrement... Enfin, de temps en temps, je change cette image d'accueil, enfin d'image qui fait la pleine page du site. Et c'est souvent en général une image que je fais dans le cadre de mes reportages et que j'estime et que je trouve assez forte, suffisamment forte pour la mettre en ouverture. Celle-là, c'est une grosse claque en fait. Et oui, elle est puissante, et puis la situation était assez dingue. Cette évacuation du camp, j'ai appris ça par hasard. La veille, je passais sur le pont qui surplombait ce camp qui était là depuis un moment, quand même plusieurs mois, à côté du stade de Saint-Denis, Stade de France. Et j'ai vu un peu de l'agitation. Enfin, je voyais qu'il y avait des véhicules de police, donc je me suis dit, tiens, curieux de voir ce qui se passe. Et j'apprends que le lendemain, à 6h du matin, le camp devait être expulsé. Donc, j'avais pas du tout fait un travail sur ce lieu. C'était au moment où je faisais un travail sur les sans-abri. Du coup, je suis retourné dans la nuit, je sais pas, 5h, et j'ai couvert une évacuation qui était organisée, programmée, prévue. Ça s'est à peu près bien passé. Mais il y avait eu des tensions parce que la foule faisant et démonter dans des bus pour être évacués dans des lieux d'hébergement provisoires. Donc j'ai couvert, mais comme pas mal d'autres photographes en fait. C'était un événement d'actualité. Voilà. Et cette photo, je l'ai mise parce qu'elle est assez... on ne sait pas où on est en fait, c'est assez dingue en fait. Mais la situation est dramatique, mais c'est presque une photo d'art en fait, c'est ça qui est fou. Oui, parce que moi je crois beaucoup en une recherche esthétique pour appuyer un message, un propos, une information. Je crois beaucoup à l'émotion, c'est-à-dire qu'on est dans une société, on est envahi d'images et on peut plus... une photo banale, elle va passer, quoi. On va pas la voir. C'est malheureux, hein, on peut dire que c'est malheureux parce que quelle que soit
la photo, c'est le message derrière, mais ça reste de l'information et l'information et la photographie est un outil de création. Enfin, si on appuie à un moment donné, si on choisit un angle et si on choisit une focale et si on choisit d'être tout net ou tout flou par la mise au point, ça a des raisons en fait. C'est pas juste tiens, on t'informe. Sinon, n'importe qui dans nos sociétés actuelles, là, depuis le numérique et l'internet, on n'a plus besoin de photographe dans ces cas-là. N'importe quelle personne. J'allais rebondir en disant ça. N'importe qui est capable de faire une photo. Le journaliste lui-même ou même le sans-abri ou le réfugié qui se fait évacuer, il filme, il fait ses photos et ça passe. Sauf que au-delà du sérieux de l'information qui est validé par le fait d'être professionnel, il y a aussi une lisibilité. Et la lisibilité d'une image, elle passe par une efficacité. Et cette efficacité, elle passe par un cadrage, une lumière, un choix, un regard, un point de vue, en fait. Être photographe, surtout de nos jours, de plus en plus, c'est vraiment avoir un regard sur les choses. Et pour revenir à cette image, elle n'est pas de mon fait. Hein. C'est un cadrage, somme toute j'ai rien inventé. Faut quand même la voir. Oui, voilà, faut la voir. Et pour moi, elle dénote elle aggrave, elle dramatiser, c'est compliqué parce que le sujet est déjà dramatique. Mais elle accentue cette dramaturgie qui donne un monde de chaos, en fait. Et de chaos, on dirait un peu... C'est une espèce de monde de Mad Max et qu'on voit pas forcément à ce point-là, parce qu'évidemment qu'une photo, c'est toujours la quintessence d'un moment. Et là, c'est peut-être le pire de cette situation en termes de visuel, mais ça permet d'alerter en fait les gens. En fait, ça permet aux gens de s'arrêter et de dire « Waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc ?» Et ils lisent l'info. Et ben ils sont informés. En fait, la photo, c'est ça, quoi. Ça veut pas dire qu'il faut tout le temps dramatiser, il faut tout le temps que la photo soit sublime et avec des ciels chargés, etc. Mais que... faut attirer l'attention. Dans le lot d'informations et de photos qui passent et d'images, oui, pouvoir capter l'attention, effectivement, parce que les gens scrollent et zappent tout le temps, et à un moment, faut pouvoir attirer l'attention. Ouais. Donc, c'est une manière, et c'est pas nouveau, hein, ça a toujours été le cas. Les photos les plus fortes sont, au-delà du message, sont souvent aussi des photos qui ont aussi une armature, un cadre, tu vois, qui se tiennent. Mais voilà, depuis l'invention des gravures de Lascaux à la peinture, bien sûr que l'esthétique est fondamentale dans l'information. Intéressant. Côté plus business, aujourd'hui, c'est quoi ta source de revenus principale ? C'est photojournalisme, plus que les livres, plus que le... Oui, c'est en grande partie toujours la presse. Ouais. De plus en plus... de plus en plus un mélange entre à la fois ce qu'on appelle du corporate, donc soit travailler pour des assos, ONG, particuliers, entreprises, fondations, et vente, et après vente de tirages, vente de livres, l'édition, réalisation de livres, exposition, tout ces... Ça commence à être assez varié. Oui, c'est comme ça qu'on peut aussi en vivre, parce que alors, je pourrais vivre que de la presse. J'ai cette chance de vivre de la presse et d'avoir en plus à côté pas mal d'autres manières de revenus, mais c'est tout ça qui me permet aussi de financer mes projets, mes reportages, parce que clairement faire un livre, ça rapporte pas grand-chose. Hein. Donc c'est parfois même ça me coûte. Il faut le payer. Ça me coûte et donc c'est énormément j'allais dire de semaines, mais non, d'années pour faire un livre, entre le travail et la réalisation du livre qui prend un an. C'est pas rentable du tout. Si on réfléchit en termes d'heures, c'est pas rentable. Donc voilà, heureusement que j'ai tout ça et puis plus mes archives qui tournent aussi, qui permet d'avoir un revenu qui est tout à fait honorable et qui me permet d'être à l'aise. Je l'ai dit un tout petit peu plus haut, tu es très très productif. Tu sors des quantités et des quantités de reportages impressionnants. En tout cas, sur ton site, on a l'impression que tu es vraiment tout le temps en fait, sur la brèche. Même quand on a calé ce rendez-vous, on a dû le décaler une fois parce que tu avais un reportage la veille à 10h du soir qui est tombé pour le lendemain. J'ai concrètement pas réussi à arriver au bout de ton site. Hein. C'est quand même, je crois que c'est la première fois que ça m'arrive en 65 épisodes, 66 épisodes. Comment est-ce que tu fais pour produire autant d'images en aussi peu de temps, avoir encore une vie, faire des livres, faire des expos,
enregistrer un podcast aujourd'hui avec moi. T'as plus de 24 heures par jour ou non, malheureusement, j'ai pas plus et j'aimerais bien. Je me suis dit ça il y a pas longtemps. Putain, c'est trop cool les journées. Et franchement, en ce moment, j'ai l'impression de pas faire grand chose. C'est presque angoissant. La réponse, c'est que je suis un boulimique de l'image et d'activité, quoi. J'ai besoin de ça. J'ai besoin de produire, j'ai besoin d'être. Donc, faut que j'en parle à mon psy. Non, mais je trouve que c'est un métier qui est tellement passionnant. En fait, toute photographie est une opportunité pour bouger, rencontrer des gens, voyager, aller en bas de chez soi, nous faire ouvrir des portes, nous en faire fermer aussi, et puis pour raconter, puis ouais, et encore, je poste pas tout et je monte pas tout, parce que parfois je me dis, attends, non mais pas trop, tu vas saouler les gens, quoi. Mais j'adore, quoi. J'adore, j'ai besoin de ça, et c'est à la hauteur de ma frustration. C'est-à-dire que je poste. Je suis dans une profusion parce que ce que je fais ne me convenant pas. J'essaie du coup, de faire mieux, faire mieux, différent. J'essaie de trouver autre chose. Je me lasse vite, et j'aime les expériences. On me propose des choses, donc je suis ouvert à pas mal de choses. Du coup, effectivement, j'y mets de l'énergie là-dedans, oui. Ouais. La question suivante, en fait, qui est assez logique finalement, c'est comment est-ce que tu trouves des sujets intéressants ? Est-ce que c'est le sujet qui est intéressant ou est-ce que c'est toi qui le rend intéressant ? En toute, sans prétention, c'est les deux. En fait, c'est pas une question de moi, hein, c'est une question le photographe. Le photographe donne à voir, en fait, une situation qui parfois peut être extraordinaire, donc c'est plus facile. Quand la situation est extraordinaire, elle est exotique, elle est nouvelle, elle est dingue. Mais souvent, le sujet peut être à la fois banal, mais le photographe, lui, il contribue à donner à voir, à mettre en lumière aussi des situations qui ne sont pas forcément simples, pas forcément lisibles. Et c'est la richesse de ce métier, c'est notre capacité de mettre de voir les choses différemment, soit d'être capable de les voir différemment et de faire prendre conscience ça, c'est quand on fait un travail peut-être plus plastique, plus artistique, plus avec des séries qui mettent et qui permettent par exemple, j'ai en tête la photographe Camille Garbi qui a fait toute une série sur quand tu vois le travail, c'est des photos d'objets du quotidien. Un fer à repasser, une bouteille d'eau, une batte de baseball. Et tu dis, bon, au premier abord, tu dis, tiens, on dirait un shooting de pack-shot, pack shot. Et en fait, quand tu lis les légendes, je crois qu'il y a le nom d'une femme avec le jour. Et en fait, tu te rends compte que c'est ce qu'elle s'est pris dans la gueule. Par son mec, ou en général, par un mec, et en général par son mec. Et en fait, c'est un travail sur les violences conjugales. Et il n'y a pas beaucoup de manières de raconter les violences conjugales. C'est soit tu es là au moment où ça se passe, ce qui arrive rarement, et ce que parfois certains photographes ont réussi à documenter. C'est hyper compliqué. Il faut s'immiscer dans la vie d'un couple et être présent à ce moment-là, avoir la capacité de photographier et l'autorisation limite de publier. Donc il y a très peu de choses, en fait. Et le talent de cette photographe, c'est d'avoir détourné par son regard, détourné un objet pour faire prendre conscience de la violence. Et quand tu regardes la série, tu vois la banalité de la violence, et d'un coup, ça devient glauque, quoi. Ouais. Parce que tu as tout ton imaginaire, la photographie amène à un imaginaire, et en fait, limite, tu t'inventes, tu te crées la scène de violence. Ouais, parce que tu es obligé d'utiliser ton imagination exactement. Pour voir exactement. Et ça, c'est dans ce cadre de ce travail, quand je dis un travail plus plastique, plus créatif, c'est la force des photographes d'être capable de faire surgir d'autres images à partir d'une photographie ou tout un imaginaire. Et puis il y a la photographie qui est plus peut-être documentaire ou journalistique, qui est de montrer, de témoigner, de documenter, d'enregistrer, en fait, à la fois pour le présent et puis pour le futur, parce que dans 50 ans, la photo, elle va prendre une dimension historique. Donc et c'est pareil, parce que quand tu documentes, quand tu photographies un événement, tu crées pas l'image, mais en fait, d'une certaine manière, si, parce que tu décides
par un point de vue, un angle, une lumière, de mettre en avant telle ou telle situation. En fait, tu crées le souvenir qu'on va garder de cette situation. Exactement. Et en fait, c'est aussi tout autant créatif d'image et une forme d'imaginaire aussi, mais de... Ouais. Je ne sais plus quelle était la question. Ouais, c'était ça, tu as répondu à la question. Sur les reportages, c'est toi qui décides de tes reportages ou c'est des commandes systématiquement? Parce qu'il y a des choses, je me demande, j'ai du mal à croire qu'on t'ait commandé des sujets, certains de tes sujets. Lesquels? Alors, j'ai plus la truc en tête, mais attends, on va les prendre. Une lutte en plein champ. Non, c'est pas une commande, ça c'est moi qui... D'accord, c'est toi qui vas... Ouais. Non, ça fait 3 ans que je suis le CPTG, qui est une association de défense dans la zone du triangle de Gonesse, entre Roissy et le Bourget, qui est des terres agricoles, qu'ils essayent de protéger de la bétonisation. Ils ont malheureusement perdu. D'accord, mais c'est un travail. Donc voilà, c'est un engagement. J'ai décidé d'y aller un jour quand j'ai vu qu'il y avait un rassemblement. Je suis allé voir, j'ai commencé à photographier leurs différents événements, les différents protagonistes. Je suis allé dans les champs avec les lutteurs. J'ai photographié les premiers débuts du chantier qui étaient controversés, etc. Les rassemblements devant le palais de justice. Là, c'est un travail que j'ai... Voilà, je me décide à chaque fois. C'est ton choix à toi, en fait. Oui. Mais là, dès que ça prend plus de 3 jours, c'est que ça... Mais c'est publié à la fin, ça, ou pas? J'ai failli, et puis quelques photos, mais pas le sujet en tant que tel. Ouais. C'est un peu une frustration. Mais c'est pas impossible que ça sorte un jour, quand même. Oui, avec le temps, avec peut-être la suite, j'en sais rien. Ouais. Mais c'est une manière d'enregistrer. En fait, c'est vrai que de plus en plus, enfin j'ai toujours un peu fait ça, mais je photographie et puis après je regarde si ça intéresse la presse. Mais en tout cas, tu fais ton héritage, quoi. Mon héritage, non. Je fais mon... En fait, si je suis convaincu que le sujet vaut la peine, je me lance à corps perdu. D'accord. Et dans ce métier, il faut faire ça. C'est pas tout le temps facile, et pas tout le temps possible. Là, j'ai un enfant. Enfin, on peut pas autant se consacrer. Mais au mieux, voilà, je me consacre à des sujets dont j'estime derrière que ça vaut la peine, que le message que j'ai envie de soutenir d'une certaine manière en documentant, tout en restant journaliste, c'est-à-dire je cherche pas à faire de la communication, je cherche pas à mettre en valeur, je cherche à raconter à peu près honnêtement ce qui se passe en fait. Sous toutes tes photos, il y a une légende. Ah oui. Alors, la question, il y a ce grand débat qui dit qu'une photo doit se suffire à elle-même. Alors, oui, ça c'est dans le meilleur des mondes. Ouais. Mais une photo sans légende, c'est le meilleur moyen d'en faire une propagande. Pour quel que soit pour les mal anti. Compris. Bah oui, parce que t'as des photos qui... En fait, s'il n'y a pas de légende, chacun va faire sa légende. Ce qui est pas tout le temps bien heureux. Parce qu'une image, elle est... Ce qui est fascinant, c'est que la photographie est à la fois le meilleur vecteur d'un message et le pire propagandiste, en fait. Tu peux totalement le planter sur une image. Tu peux faire croire, avec la même image que tu recadres, que l'ennemi, en fait, c'est l'ami, et l'ami, c'est l'ennemi. C'est très basique, mais c'est dangereux, en fait, la photographie. C'est vraiment... je pense qu'on s'en rend compte souvent, parce que... Pas tout le temps, mais souvent. Mais, enfin, un exemple, tu vois, tous les adolescents et adolescentes qui passent leur journée à regarder des influenceuses et influenceurs, ils pensent que c'est la réalité. C'est que de la propagande. C'est retouché, c'est mis en scène, c'est filtré, c'est maquillé. C'est faux. Enfin, en fait, la photographie, c'est je sais pas comment on peut dire, mais c'est à la fois, c'est une parcelle de réalité, mais c'est mensonger. C'est jamais la réalité. C'est une vision, c'est une interprétation de la réalité. C'est jamais la réalité. Et on peut pas être... c'est comme résumer l'entretien qu'on a en une seule phrase. Tu vas dire, Corentin est un photographe. Si tu sors une phrase que j'ai dit en 1 heure ou 1 heure et demie de discussion, tu sors une phrase de son contexte, bien sûr que tu grossis un trait, en fait. Je suis en train de baisser la tête parce que c'est ce que je fais pour les titres d'épisodes. Les auditeurs le savent déjà. Bah oui, tu vas vouloir choisir une phrase d'accroche. Une seule phrase bien accrocheuse. Voilà, exactement. Et sauf que heureusement, les gens ont la possibilité d'aller écouter tout le podcast. Et il faut, parce que sinon,
Mais la photographie, c'est ça, c'est un peu la phrase d'accroche, quoi. Et derrière, tu peux pas te contenter d'une image. Il faut aussi qu'il y ait la légende. La légende permet de donner un contexte, déjà, où, quand, qui, pourquoi, quels sont les protagonistes. Et c'est pas non plus suffisant. Il faut regarder plein, il faut lire les infos, il faut lire les journaux, il faut pas regarder la télé. Déjà, parce que la télé, c'est vraiment la... Je suis désolé pour les gens de la télé, mais à part un documentaire de 1 heure au moins, la télé, c'est la caricature de la... vaut mieux lire, quoi. C'est un mec qui est un preneur un photographe qui dit ça, mais c'est dangereux, la photographie. C'est vraiment... On l'a peut-être pas autant... J'espère qu'on peut en aborder, mais c'est la première chose qu'on utilise dans la propagande de dictature, c'est la photographie. Soit qu'on interdit, c'est la photographie et l'info, soit qu'on utilise, c'est l'image. Enfin, toutes les grandes affiches propagandistes, c'est une image, alors, photo ou dessin. Hein. Mais c'est hyper dangereux parce que tout le monde peut lire une image. Tout un texte de propagande, faut que les gens sachent lire, il faut que ça soit leur langue et il faut qu'ils passent du temps à le lire. Une photo, en une fraction de seconde, n'importe qui peut. C'est universel. Donc c'est à la fois fascinant, c'est à la fois magique, parce que tu peux faire passer des idées, tu peux faire passer des émotions, mais c'est dangereux. C'est dangereux quand tu vois une nana anorexique et tu penses que c'est le canon de beauté des femmes ou des hommes. C'est dangereux parce que tu conditionnes les gens à une imagerie, quoi. Tu vois ? Ouais, je vois tout à fait. Donc une bonne photo de presse est forcément légendée pour expliquer ce qu'elle contient. Au minimum. Et il faut même pas que se baser là-dessus parce que tu peux pas résumer une situation en une image. Ouais. Donc faut se nourrir de plein de choses. C'est comme si tu lisais, comme si tu ne regardais ou lisais qu'un seul moyen d'information. Si tu écoutes qu'une seule émission, si tu regardes que le journal de 13h, si tu regardes que CNews, faut pas regarder CNews de toute façon. Mais je veux dire, tu peux pas, faut s'enrichir de plein de choses, quoi. Tu vois, c'est comme si tu écoutais qu'une seule personne dans ta vie, quoi. Et elle te racontera peut-être la vérité, enfin une partie de la vérité. Et ça se trouve, elle te banane. Donc vaut mieux écouter plein de gens. Et quand tu écoutes plein de gens, enfin c'est toute l'histoire de l'humanité, mais et si tu écoutes plein de gens, tu as des contradictions. Là, ça se recoupe. Il y a plein de gens qui disent la même chose. C'est peut-être pas vrai, mais en tout cas, il y a des potentialités que ça soit plutôt vrai. J'avais un pote qui lisait les livres des gens qu'il aimait pas. Mais oui, évidemment. Je trouve que c'était assez intelligent. C'est hyper intelligent. Comme façon de faire. Ouais. On va arriver à la conclusion de l'épisode. Je pense que, excuse-moi, vas-y. Je pense que c'est pour ça. Je me fais penser à ça. Je le dis. Je pense que c'est pour ça que tout le monde regarde Hanouna. Tout le monde déteste Hanouna, en fait. Mais je pense que c'est la force et la terreur de cette émission, c'est que, et c'est pour ça qu'il invite l'extrême droite, c'est que c'est une émission qui est faite pour détester. On déteste on adore la détester, quoi. C'est un peu c'était comme le Loft, tu vois. Tout le monde était non, moi je regarderais pas ça. Puis en fait, on adorait détester cette émission. Et c'est ça le danger c'est la facilité, tu vois. Et c'est un peu terrible. C'est les raccourcis. C'est les raccourcis et c'est le côté un peu. C'est palpitant, quoi. Donc il faut toujours se méfier d'une image ou de quelque chose qui est d'aspect trop fascinant, tu vois. Trop facile d'accès. Oui, aussi. On arrive à la conclusion de l'épisode. J'ai pas réfléchi à une phrase qui... Non, j'ai encore 3 questions. C'est quoi le pire moment de ta carrière ? Là, c'est maintenant, là. Le plus difficile. C'est quoi le meilleur moment de ta carrière, alors ? Le meilleur moment de ma carrière C'est les questions. Les photojournalistes n'aiment pas répondre à ces questions-là. Éric Bouvet, il m'a dit. J'ai dit, c'est quoi le pire moment de ta carrière ? Il dit, demande-moi carrément, c'est quoi le meilleur moment de ma carrière ? Et je me suis retrouvé, j'ai baissé la tête, j'ai fait bon. Voilà. Non, mais si, mais c'est pareil. Une réponse va résumer abruptement une situation, tu vois. J'ai plein. Enfin. T'en as plein. Non, mais soit je réponds à côté de la plaque, soit je réponds pas. Tu n'es pas obligé de répondre. Soit répondre. Je te trouve un truc, mais. T'es pas obligé. Je pense que le pire et le meilleur moment, ça peut se passer presque à une fraction de seconde près. Tu vois ? Ouais. C'est pour un photographe, le meilleur, c'est quand tu sens que tu vas avoir une image et juste après, c'est le pire parce que tu l'as pas eu. Ouais.
Ça, c'est... Ouais. Et ça, c'est pas Ça, si c'est pas une tellement- conclusion, ça. Elle est magnifique. Non, il reste une question, Ouais. mais c'est la plus importante. Qu'est-ce que tu me recommanderais pour un prochain épisode? Oh putain. Pardon. Pareil, là, si je dis quelqu'un, je dis pas les autres. Tu peux me recommander tous les autres? Non, il faut faire un choix, simplement. Je réfléchis. Bah, tu vois, je t'avais parlé de Camille Garbi, là, son travail. C'est intéressant, c'est très différent. Je pense que c'est... Je me le suis déjà noté dans un coin de ma Tu tête. t'es déjà noté. Bon, Il c'est fallait que bien. je lui parle. Et j'essaie de trouver... je mets de côté les potes, comme ça... Personne t'en voudra. Personne ne m'en voudra. J'essaie de trouver de sortir... Ah, est-ce que tu as... si, il y a Bobby. Alors, il est dans les cartons. Ça fait 3 mois qu'on essaie de se caler, Comme trouver une date. voilà. Mais il est encore plus occupé que toi, j'ai l'impression. Oui, lui aussi, c'est pareil. Hein. Voilà, mais je pense à lui, ça me vient. C'est pas un pote, mais on s'entend bien, On donc va c'est le cool. relancer. Puis il est talentueux. Ah, il est fort. Voilà. Tu vois, j'ai du mal avec les noms. Ça me va déjà. Ça me va déjà très bien. C'est très très bien. Où est-ce qu'on peut te retrouver en ligne? Sur mon site. CorentinFollen.com. Voilà, tout à fait. H Follen. Le H avant le L, tout le monde inverse, mais c'est pas grave. Voilà, sur Instagram, pareil, sur Facebook, c'est mon prénom, mon nom. Je mettrai tous les liens dans les notes d'épisode. Ouais. J'ai plus qu'à te remercier d'avoir ouvert ton œil, d'avoir participé à ça. J'espère que c'était pas trop désagréable. J'espère que je resterai pas réellement comme ton pire moment de ta carrière. Non, écoute, t'es passé juste après. T'es pas le meilleur moment, mais c'est quand même un bon moment, un très bon moment. Merci à toi. C'est déjà pas mal. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'oubliez pas de laisser une note et un commentaire sur Apple Podcast et Spotify, c'est important et ça aide beaucoup à notre visibilité. Vous pouvez également aller sur le blog Dans l'œil du photographe à l'adresse www.dlodp.fr. C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve au prochain épisode dans l'œil d'un nouveau photographe. Dans l'œil du photographe, merci, c'est fini.